sommes en direct sur la page Facebook de condolégal.com. C'est François Sellier qui vous parle. Je suis l'animateur de l'émission qu'on présente aujourd'hui. C'est la 6e. Alors, une émission très importante parce qu'il s'agit des assemblées de copropriétaires virtuelles, donc qui ont temporairement été autorisées, donc depuis le 26 avril dernier, par la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle Mécan. Alors, plusieurs syndicats de copropriétaires attendaient cette autorisation, n'est-ce pas? Parce que ça va leur permettre enfin de débloquer et de fonctionner normalement, parce qu'on sait que la crise du coronavirus a paralysé à peu près tout le monde. Cela dit, un autre arrêté ministériel a été publié aujourd'hui même par la même ministre Mécan afin de permettre au conseil d'administration de voter eux-mêmes la fameuse unité de référence, celle qui va permettre de départager qui paie quoi lors d'un sinistre. Donc, il y avait un délai au 13 juin 2020. Donc, les syndicats de copropriétaires, pour les accommoder, pour assouplir les choses, pourront voter eux-mêmes cette unité de référence et par la suite convoquer une assemblée de copropriétaires ultérieurement pour la faire voter par les copropriétaires, justement. Donc, l'arrêté ministériel, vous pouvez le consulter sur condolégal.com. Il y a une nouvelle d'actualité là-dessus. Je vous montrerai où aller tout à l'heure pour le faire. Je vous présente mes 3 invités aujourd'hui pour en discuter. Nous sommes avec Yves Papineau, avocat émérite en droit de la copropriété, Jean-Marc Welge d'Imosquare, qui est en train d'élaborer un logiciel qui permet les assemblées virtuelles. Nous allons discuter avec lui. Et nous sommes également avec Yves Jolicoeur, avocat émérite en droit de la copropriété, pour discuter de toutes ces choses. Juste avant que nous commencions l'émission comme telle, je vous rappelle que vous pouvez aller voir les émissions précédentes de, si je peux y arriver, on va faire un petit, ici, on va aller ici, voilà. Alors, vous pouvez donc aller voir les émissions précédentes en rediffusion en cliquant sur cette bannière. Je recommence pour vous le montrer comme il faut, la bannière sur la page d'accueil. Donc, toutes les émissions sont ici et vous pouvez également aller consulter le bulletin, le fameux bulletin qui vient de paraître. Alors, ce bulletin, il est vraiment extraordinaire. Celui-ci parle justement des assemblées de copropriétaires virtuelles. Il est le fruit d'un travail de 3 avocats émérites en droit de la copropriété, de 2 avocats émérites en droit de la copropriété qui sont avec nous ici, ainsi que de la notaire émérite Christine Gagnon, qui prépare ce bulletin chaque semaine soigneusement et avec rigueur. Donc, on peut maintenant commencer cette émission. La première question s'adresse à Maître Yves Papineau. Bon, alors, 2 questions sur cette assemblée qui peut être votée par le CA. Est-ce que les syndicats peuvent quand même, s'ils le veulent, faire voter une référence par l'Assemblée des copropriétaires? On a perdu Maître Jolicoeur, on a perdu Maître Papineau qui revient. Maître Jolicoeur, je vous pose la question, est-ce que les syndicats, malgré cet arrêté ministériel, peuvent faire voter l'unité de référence par l'Assemblée des copropriétaires? En fait, juste pour mettre les choses en perspective, on a fait des représentations auprès du ministère des Finances en leur mentionnant que, dans un premier temps, l'échéancier du 13 juin était beaucoup trop serré pour les syndicats de copropriétaires, alors qu'on a eu une disposition législative tout récente dans le projet de loi 41 qui est venu dire que c'était l'Assemblée des copropriétaires qui devait voter pour déterminer l'unité de référence. Donc, c'était un des derniers projets de loi qui a été voté par l'Assemblée nationale avant la fermeture de l'Assemblée nationale. Donc, on s'est dit, bien, il y a une certaine incompatibilité entre faire voter l'Assemblée et être en confinement. Donc, on a fait des représentations auprès du gouvernement du Québec, avec le Barreau du Québec, Christine Gagnon, Yves Papineau et moi-même, pour justement demander 2 choses. La première, ce qu'on aurait souhaité, c'est arrêter de reporter dans le temps l'échéancier du 13 juin, en disant, écoutez, les gens viennent tout juste de comprendre un peu comment ça fonctionne, donc donnons-nous plus de temps. Et comme second choix, puis c'est peut-être pas celui qu'on privilégiait, bien, donner ce pouvoir au conseil d'administration qui le vote d'ici le 13 juin prochain et par la suite, l'Assemblée devra le ratifier ou l'Assemblée pourra le modifier. Alors,
Bon, écoutez, ils ont retenu notre second choix. Notre premier choix étant essentiellement de reporter l'échéancier peut-être de 6 mois, voire un an, pour faire cet exercice-là. Donc, pratico-pratique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les conseils d'administration devront, d'ici le 13 juin, faire l'exercice, compléter l'exercice de décrire l'état des finis des parties privatives et va devoir, au terme de résolution du conseil d'administration, finalement formaliser le tout. Donc, le conseil devra se réunir. Est-ce que l'exercice se termine là? La réponse est non. Alors, dès qu'effectivement les rassemblements pourront être permis et que finalement le syndicat convoquera, le conseil d'administration convoquera une assemblée de copropriétaires, ben, l'assemblée aura deux choix, soit entériner l'exercice fait par son conseil d'administration ou soit de le remodeler. Donc, le processus va être plus long, mais à tout le moins d'ici le 13 juin, en théorie, les 25 000 syndicats de copropriété au Québec auront dû voter par l'entremise du conseil d'administration l'unité de référence. Bon, évidemment, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais on va en parler à quelques instants, mais si on fait une assemblée virtuelle, est-ce que ça nous était interdit de le faire voter par l'Assemblée? » La réponse est non. L'Assemblée, si elle est tenue virtuellement, pourra effectivement, au terme d'une résolution, voter l'unité de référence et finalement aller directement à la finalité d'exercice. Bon, là, la prochaine question, je l'aurais adressée à M. Papineau, mais je crois qu'il ne peut pas nous parler ni nous entendre parce qu'il a un problème avec l'audio. Alors, on va poser la prochaine question à M. Jolicoeur. Bon, disons que l'unité est votée par le CA, mais qu'elle n'est pas conforme. Il y a des erreurs que les membres du CA n'ont pas vues. Un sinistre survient après le 13 juin. Est-ce que le CA pourrait être tenu responsable d'erreurs dans l'élaboration de l'unité de référence, étant donné qu'il est le seul à l'avoir voté? Je ne pense pas qu'on peut parler de responsabilité de la part des membres du conseil d'administration. Il y a quand même le premier scénario, c'est-à-dire que les copropriétaires soient en désaccord avec la décision prise par leurs administrateurs. Ce qui est nouveau dans le projet de loi 16, c'est que le conseil d'administration doit transmettre aux copropriétaires copie des décisions que le conseil a prises. Donc, ils ont 30 jours. Et les copropriétaires ont 90 jours pour attaquer en justice la décision prise par leur conseil d'administration. Donc, il y a quand même un mécanisme si jamais les copropriétaires sont en désaccord avec l'exercice fait par leur conseil d'administration pour révoquer, réviser l'exercice fait. Alors, je pense que c'est plus un processus d'intervention des copropriétaires dans une contestation de la décision du conseil que de parler de responsabilité personnelle des administrateurs. Et ce 90 jours, il commence à courir à partir du moment où on a décrété que la crise du coronavirus était chose du passé, n'est-ce pas? Oui, mais c'est sûr que dans un premier temps, il faut savoir que 90 jours commence, mettons de côté l'histoire du COVID-19, commence à partir du moment où la décision est prise et non pas du moment où les copropriétaires, on communique aux copropriétaires copie, soit du procès-verbal ou des décisions qui ont été prises par le conseil d'administration. Quant à la question, ben, je pourrais peut-être laisser la chance à M. Papineau. M. Papineau, vous êtes avec nous? Sauf que l'audio ne fonctionne pas. Il ne peut pas nous entendre et on ne peut pas lui parler, malheureusement. Bon, ben écoutez, je vais continuer sur ce lieu parce que je pense que M. Papineau aurait été très bon pour répondre à cette question-là. Oui, évidemment, on est dans une situation où tous les délais de déchéance et les délais de prescription sont suspendus par un arrêté du gouvernement. Et lorsque cet arrêté-là sera révoqué, ben, les délais de computation commenceront à partir de ce moment-là. Donc, effectivement, là, on est dans une zone où on retarde les recours judiciaires faute d'être en mesure de pouvoir rendre la justice comme on le faisait autrefois. Donc, on est un peu dans les limbes, je ne sais pas employer l'expression. Bon, je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent poser leurs questions sur Facebook et nos trois invités se feront un plaisir d'y répondre, n'est-ce pas? L'autre question que je pose encore à M. Jolicoeur, c'est la suivante. Est-ce que l'autorisation des assemblées de copropriétaires virtuelles, c'est une bonne nouvelle? Et si oui, pourquoi? En fait, c'en est une, c'en n'est pas une. C'en est une en ce sens que depuis longtemps, des copropriétaires se sentaient brimés de ne pas pouvoir assister à l'assemblée copropriétaire, soit parce qu'on faisait l'assemblée
au moment où nos snowbirds étaient dans le sud, on disait, ben, on ne peut pas faire d'assemblée de copropriétaires. Donc, plusieurs revendiquaient depuis longtemps la tenue d'assemblées dématérialisées, ce que j'appellerais une assemblée hybride, au terme de laquelle une partie des copropriétaires peut être présente, puis une partie peut effectivement rétroagir à distance. D'ailleurs, comme vous savez, M. Sellier, l'Ontario s'est doté d'une législation en ce sens il y a quand même un certain temps. Et d'ailleurs, la France aussi s'est dotée d'une législation pour dématérialiser en partie l'Assemblée des copropriétaires. Donc, dans ce sens-là, oui, c'est une bonne nouvelle parce que cette crise du COVID-19 nous oblige à faire un pas en avant sur les assemblées dématérialisées. Maintenant, certains disent, oui, mais est-ce que ça va donner la même finalité en termes d'échange? Est-ce qu'on n'est pas en train d'enlever le caractère humain aux assemblées copropriétaires, le lieu où, dans le fond, l'échange se fait, où parfois les gens vont se dire, ben, ce serait peut-être bien cette année que je me présente comme administrateur. Bon, je pense qu'on risque de perdre ce caractère d'humanité à nos assemblées copropriétaires parce qu'effectivement, il y a des gens qui vont rétroagir à l'extérieur sans réellement pouvoir échanger avec les personnes qui sont sur place, sauf évidemment, peut-être M. Welch est en train d'élaborer un mécanisme avec des systèmes d'écoute où on va peut-être pouvoir faire des choses. Je ne sais pas. La technologie est en train de se mettre en place. Donc, il est certain que post-COVID-19, on va vivre en copropriété de façon différente qu'on le faisait avant cet épisode-là. Bon, alors, peut-être juste pour rappeler à nos auditeurs, il y a une auditrice qui nous pose la question, et là, ça doit sûrement faire référence à la rigueur déployée pour créer cette unité de référence. Elle dit, nous n'avons pas la valeur d'origine, mais nous avons décrit les pièces à l'origine et avons des photos. Est-ce suffisant? Ils ont décrit les pièces, mais ils n'ont pas la valeur d'origine Est-ce qu'on doit comprendre qu'ils n'ont pas en fait, qu'ils ne savent pas ce qu'il y avait à l'origine dans la copropriété, donc impossible de faire une unité de référence à ce moment-là? Bon, dans un premier temps, là, pour qu'on mette les choses très claires, l'exercice prévu dans le 141, ce n'est pas un exercice pour donner une valeur à l'unité. C'est qu'on demande aux syndicats, que ce soit par l'entremise du conseil d'administration ou de l'Assemblée copropriétaire, de faire un descriptif défini tel qu'ils existaient au moment de la création de la copropriété. Alors, donc, ce n'est pas de donner une valeur. Donc, effectivement, si on avait des revêtements en tapis, comme souvent on le voyait dans les années 90, on va donner le descriptif tel qu'il existait à cette époque-là. Alors, évidemment, il appartient par la suite au copropriétaire qui constate que les matériaux ne sont pas les mêmes, d'évaluer, de faire évaluer le différentiel de coût entre les matériaux d'origine et ceux qui sont dans leur appartement. Donc, c'est un exercice qui est essentiellement de nature descriptive. Les photos, oui, effectivement, madame, ça peut aider parce que ça nous permet parfois de connaître mieux la qualité des finis, mais au-delà de ça, on ne doit pas aller plus loin que ça. OK. Alors, autre question à Medjelka. Ensuite, je passe à Jean-Marc Welch. Est-ce que, pour le bénéfice de nos auditeurs, je pense que c'est important de leur rappeler qu'une assemblée des copropriétaires virtuelle est soumise aux mêmes règles qu'une assemblée des copropriétaires en personne. Pourriez-vous juste nous résumer ces règles, Medjelka? Oui. En fait, on a toujours le processus de convocation d'assemblée. Les assemblées de copropriétaires, à moins que ce soit interdit en déclaration de copropriété, peuvent se faire par courriel. Donc, on doit transmettre à tous et chacun des copropriétaires un avis de convocation avec une heure et un lieu. Le lieu peut être virtuel, on en parlera un peu plus tard. On doit également joindre à l'avis de convocation la documentation, si on parle d'une assemblée générale extraordinaire, une assemblée plutôt générale annuelle, la documentation prévue au Code civil. On parle forcément d'un ordre du jour, on parle forcément du budget prévisionnel, peut-être d'un projet de modification de déclaration de côté. Et d'ailleurs, sur le site Condo Légal, on a une fiche pratique de CCLI où on donne justement, on énonce tous et chacun des éléments qui doivent être joints à l'avis de convocation. Donc, dans les assemblées de copropriétaires, dans le volet syndicat, je crois, c'est ça? Exactement, syndicat. Avis de convocation, on a une fiche qui détaille précisément tous les éléments. Alors, vous allez dans la section ici, syndicat, à la page d'accueil,
fiche pratique et je crois que, si je me souviens bien, il y a une fiche pratique sur les assemblées comme telles, assemblées de copropriétaires, Oui, voilà. Et vous voilà. avez toutes les sous-fiches, type d'assemblée, pouvoir de l'assemblée, procuration pour l'assemblée et le reste. Donc, à vous d'y aller. C'est une fiche pratique extrêmement bien faite, très détaillée et qui donne et qui fait office d'excellent guide pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur les assemblées de copropriétaires. Jean-Marc Welch, la prochaine question est pour vous. Vous êtes donc cofondateur d'ImoSquare et pour vous, la tenue d'une assemblée distante, aussi appelée assemblée virtuelle, est un projet en cours de développement par ImoSquare depuis plusieurs mois. Vous développez des outils pour le Canada, mais également pour l'Europe francophone et la législation française avait déjà introduit cette possibilité depuis 2019. Pouvez-vous nous en donner un aperçu en France du fonctionnement des assemblées virtuelles? Alors, la loi le permet effectivement depuis la loi Elan, mais le cadre juridique est très imprécis en France. C'est-à-dire qu'en fait, le législateur a laissé les moyens, je dirais, aux opérateurs de proposer des solutions, ce qui crée une incertitude juridique du fait qu'il n'y a pas de précision au niveau de la loi. Et en fait, jusqu'à avant la crise sanitaire, il n'y a pas eu d'assemblée distante, à part quelques essais qui ont été faits, mais plus pour montrer que c'était possible. Aucun gestionnaire professionnel ne s'est lancé à en faire puisqu'il y avait ce risque juridique et aucun syndicat de copropriété n'a aujourd'hui accepté de prendre ce risque. Alors, quand je dis aucun, il y a quelques exceptions près. Donc, en fait, les produits étaient en développement, mais ils n'étaient pas mis sur le marché du fait de cette incertitude juridique. Alors, avec la crise du Covid, effectivement, les positions ont bougé. Elles ont bougé beaucoup plus rapidement au Québec puisque, comme vous le disiez, il y a un décret d'application qui est clair et qui nous permet de faire des assemblées distantes. Alors, on parle d'assemblée virtuelle. Moi, je parlerais plus d'assemblée digitale ou dématérialisée parce qu'elle n'est pas virtuelle, elle existe réellement, l'assemblée. Et je pense que le mot assemblée virtuelle, à mon avis, n'est pas franchement le bon mot pour qualifier ça. Alors après, elle pourra être hybride plus tard, mais c'est clair que la législation québécoise fait que maintenant, on va pouvoir lancer ce projet-là dans quelques jours avec des syndicats de copropriété qui vont pouvoir expérimenter l'outil. Donc, si j'ai bien compris, d'ici 2 semaines, ce logiciel pourra être mis en marché? Oui, c'est ça. On va démarrer les premiers tests à partir du 18 mai avec quelques copropriétés pilotes qui vont tenir leur assemblée générale en vrai, en réel. Voilà. Donc, il y a déjà des copropriétés qui ont accepté le principe de ces essais pilotes. Ben oui, absolument. Ça répond à un besoin. Alors, forcément, avec la crise sanitaire, on a un besoin immédiat parce qu'il y avait des AG, des assemblées à tenir. Mais moi, je pense qu'à terme, hors crise, ça sera un plus de pouvoir proposer des assemblées hybrides, tout du moins. Et notamment, je crois qu'il y a un problème majeur en copropriété qui est le taux de participation des copropriétaires. Je pense que ce type d'outil devra aider à augmenter le taux de participation dans les assemblées. Alors, Jean-Marc, pour le bénéfice de nos auditeurs, pourriez-vous nous décrire un peu le logiciel d'assemblée virtuelle appelé AG Connect que vous êtes en train de mettre au point, qui permet de convoquer des assemblées de copropriétaires dans les règles de l'art? Donc, pourriez-vous nous en parler un peu et nous dire à quoi ça ressemble visuellement quand les gens vont voir sur leur interface d'ordinateur quand ils vont voir ce logiciel? Alors, convoquer dans les règles de l'art, l'objectif n'est pas de convoquer. On pourra utiliser l'outil pour émettre des convocations digitales, ce qui n'empêche pas la convocation officielle d'une assemblée générale qui devait être rendue par les moyens à aujourd'hui légaux. Il y a une opportunité qui est ouverte avec laquelle on travaille pour pouvoir digitaliser cette convocation, puisque je crois que dans le cadre de la crise sanitaire, il y a un papier sur cette partie-là, les huissiers pourraient remettre ces convocations digitales, mais la convocation digitale est un plus qui va venir au soutien d'une convocation normale. Donc, le copropriétaire va recevoir un lien avec des informations d'identification. Lorsqu'il va cliquer sur ce lien, il va s'identifier avec une technologie de code et ou de double authentification pour s'assurer que c'est bien la bonne personne. Puis après, il rentre dans une interface où il va pouvoir voir les différentes résolutions, les différentes pièces jointes de l'Assemblée. Et lorsque un vote démarre, alors bien sûr, j'ai passé l'étape, mais il y a la feuille de présence, c'est-à-dire que je vais pouvoir m'enregistrer de manière digitale en signifiant ma présence. Je peux aussi donner une procuration digitale, c'est-à-dire que je dis, voilà,
ma procuration avec mon droit de vote, eh ben, je le transfère à telle personne qui va recevoir l'invitation, qui va s'authentifier, qui va l'accepter ou la refuser. Moi, j'ai dans le suivi de mon interface le fait qu'il l'a accepté ou pas. À tout moment, je peux lui retirer la procuration puisque finalement, j'ai décidé d'aller voter. Et puis, je vais suivre mon assemblée générale à la fois avec l'audio et la vidéo. Alors, on n'est pas sur la partie audio-vidéo, on n'est pas à l'abri de problèmes techniques, toujours. Regardez, je crois qu'on est l'exemple là, alors que la technique fonctionnait bien. Maître Di Papineau nous voit, mais n'arrive pas à participer. Donc, on n'est pas à l'abri de ce genre de phénomène. Cela étant, on a toujours une ligne de secours pour se joindre via le téléphone. Et la partie qui est sécurisée, c'est la partie de gestion de la participation et des votes. Cette partie-là, effectivement, même, vous voyez, Maître Papineau a de l'Internet, il peut se connecter, il pourrait cliquer sur un lien, mais c'est la vidéo qui ne fonctionne pas et la voix qui ne fonctionne pas. Donc, la partie vote est complètement sécurisée. Et puis, le copropriétaire va pouvoir voter oui, non, abstention ou je ne vote pas. Donc, vous dites que dans la situation que vit actuellement Maître Papineau, il y aurait une alternative pour une personne qui voudrait voter. Disons que le problème que l'on voit se présente, il y a une solution. Alors, oui, il y a une solution. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'un incident technique majeur où il n'y a pas d'Internet dans l'immeuble de M. Papineau et il n'a pas de téléphone cellulaire pour faire du partage d'Internet. Donc là, il va se joindre par téléphone, ok, si le téléphone fonctionne. S'il n'y a pas de téléphone, là, on se retrouve. Mais on n'est pas à l'abri de ce type d'incidents qui peuvent toujours exister, mais qui resteront marginaux par rapport à l'Assemblée, qui est effectivement dans le cadre complètement sécurisé et simple d'utilisation. Jean-Marc, une auditrice nous pose la question toute simple. Combien de personnes pourront participer à la fois à ces assemblées? Alors, la salle prévoit jusqu'à 1000 personnes. Donc, on peut imaginer d'avoir un grand nombre de personnes, sachant qu'on ne s'imagine pas avoir un écran avec 1000 personnes. Ce n'est pas l'objectif. Les personnes qui seront derrière la vidéo, ce sera le président de l'Assemblée et ou des membres du bureau. Et il pourra faire monter une personne sur le podium pour parler lorsqu'elle demandera la parole, avec ou sans caméra, pour intervenir. Cela étant, le produit est aussi bien adapté pour les petits syndicats de copropriété. Ce n'est pas parce qu'on est capable d'avoir une grande salle que ça ne va pas fonctionner pour des petites salles. Donc, au contraire, ça va bien fonctionner aussi pour des petites salles. Donc, je dirais, il n'y a pas de limite à l'utilisation. Pas de limite. Ouais. Maître Jolicoeur, une internaute nous demande, la compagnie d'assurance nous dit, la compagnie d'assurance du syndicat par son représentant m'a dit qu'il n'y avait pas besoin d'unité de référence puisque l'assurance paie selon le contrat. Qu'en pensez-vous? Cette information est complètement irrégulière. Il n'y a qu'une seule loi au Québec, c'est celle qui est prévue dans le Code civil du Québec. Bon, c'est peut-être une question d'incompréhension. C'est sûr et certain qu'on a il y a une nécessité actuellement des gens de l'industrie de l'assurance à se mettre à niveau avec le nouveau cadre législatif. Il y a tellement eu de modifications dans les dernières semaines, voire dans les derniers mois, qu'il se dit parfois des choses inexactes. La rectitude, on l'a écrit sur le site Condo Légal, c'est celle-là qu'on doit suivre. Les dispositions législatives, d'ailleurs, vous savez, M. Sellier, on a des hyperliens avec les dispositions réglementaires ou législatives. Alors, c'est tout à fait inexact d'avancer une chose. Ce qui est par contre important de retenir, au-delà du volet « est-ce que nous devons ou ne devons pas », c'est qu'une fois que le syndicat établit ses unités de référence, ça simplifie énormément le travail des experts en sinistre, advenants et sinistres, parce que ce qui retarde des fois les règlements, c'est que l'expert en sinistre du copropriétaire qui était, dans le fond, impacté par un sinistre, dit « Ah non, ça, ce n'est pas de l'amélioration ». Et l'expert en sinistre de l'assureur du syndicat disent le contraire. C'est des éléments qui retardent parfois le règlement d'un sinistre. Alors, l'objectif, c'est de mettre à plat, de mettre les choses tout à fait claires. Et là, actuellement,
avec le logiciel dont parle M. Welch, on va pouvoir faire ces réunions de conseil d'administration aussi à distance. Et même si on a un administrateur qui s'objecte à la tenue d'une assemblée dématérialisée, je ne prendrai pas le mot virtuel parce que M. Welch va me corriger, l'assemblée du conseil dématérialisé, l'outil va pouvoir servir à ça. Donc, on va pouvoir formellement convoquer un administrateur à assister à une assemblée du conseil dématérialisée et s'il ne se présente pas, il n'aura pas l'excuse comme il aurait pu le donner autrefois. J'étais en désaccord de faire une réunion de ce type-là. Donc, c'est ça qui est intéressant de cet arrêté ministériel, c'est que l'outil d'ImoSquare, ce que j'en comprends là, lorsque je regarde le produit, est un produit bâti par des informaticiens, mais soutenu dans une réflexion juridique. Donc, c'est la raison pour laquelle on a travaillé, Maître Papineau et moi, à valider les solutions juridiques, parce que M. Welch, je ne peux pas lui enlever le mérite, mais il n'est pas avocat, et Maître Papineau et Yves Gelcard ne sont pas les informaticiens. Alors, à chacun ses champs de compétences, lorsqu'on veut mélanger les champs de compétences, ben, ça donne parfois ça peut nous amener à des erreurs. Ouais. Évidemment, les assemblées virtuelles posent peut-être un autre problème, mais peut-être pas, vous saurez me le dire mieux que moi, c'est qu'on ne peut pas dire aux gens qui n'ont pas d'ordinateur ou de téléphone intelligent, ben, tant pis pour vous, vous n'avez qu'à vous moderniser pour assister aux assemblées. Ce serait incongru de dire ça. Jean-Marc Welch, la prochaine question est pour vous. Une internaute nous demande comment mettre sur pied une rencontre virtuelle avec 210 unités et une majorité de clientèle non connectée avec un ordinateur, sachant qu'éventuellement, vous dites qu'ImoSquare travaille à la mise en place d'un système de vote par téléphone, mais c'est ultérieurement. Alors, comment on fait avec ces copropriétés-là? Attention, déjà, je veux dire en préalable, je vais dire un petit mot d'ironie, mais je ne suis pas magicien. Donc, si on ne peut pas faire d'assemblée physique et si on ne peut pas se connecter à l'outil informatique, malheureusement, il va y avoir un petit problème. Donc, c'est clair qu'il faut pouvoir utiliser les technologies à minima pour qu'une assemblée se tienne. Donc, si sur 200 copropriétaires, il y en a 3 qui n'ont pas d'accès à l'outil informatique, ça va être gérable. S'il y en a 180 qui veulent participer par téléphone, ça ne sera pas gérable. Donc, quelqu'un qui va participer par téléphone, qu'est-ce qu'il devra faire? Il devra donner sa procuration de vote à une personne qui va le représenter, qui lui sera lui connecté et pourra redonner ses indications de vote en temps réel. Voilà, donc ça permettra aux copropriétaires de participer et aux copropriétaires de voter. Alors après, ce n'est pas très pratique comme solution, mais c'est sûr qu'on préconise l'utilisation des technologies à minima pour pouvoir tenir ces assemblées dématérialisées. Comment gérer les interactions pendant ces assemblées, Jean-Marc Welch? Ni plus ni moins que comment on gère une salle comment on gère une salle avec des gens Donc, effectivement, déjà, c'est je demande la parole. Donc, il y a un outil qui dit je demande la parole. Celui qui gère l'assemblée, il voit la parole est demandée. Donc, effectivement, si à un moment donné, il y a 30 personnes qui demandent la parole, ben, elles arrivent en file d'attente, on les baisse. Et si on répond, eh ben, on baisse les mains de tout le monde et on repose une question. Donc, en fait, on le manage comme une assemblée. C'est clair que si c'est une assemblée qui a un état d'esprit je vais dire, favorable et positif, ça va bien se passer. Si c'est une assemblée qui est conflictuelle, le fait qu'il y ait un outil, ça va, entre guillemets, rien changer à la gestion du conflit. Et malheureusement, bah, ça va être compliqué, que ça soit dématérialisé ou physique, de gérer ce type d'assemblée. Mais voilà, l'outil est juste au soutien. Et en termes de coût, M. Welch, ça ressemble à quoi un service offert par AgiConnect et ImoSquare? Alors, on est en train de le finaliser pour que ça reste accessible pour tout le monde. On parle de quelques centaines de dollars, donc je reste volontairement imprécis, puisqu'on est en train de regarder le service qui va venir avec, parce qu'il y a l'utilisation de la plateforme, mais il y a le service d'accompagnement et l'ensemble d'accompagnement technique, d'accompagnement à la réalisation de la convocation, ces services-là qui peuvent venir avec. Donc, on est en train de finaliser cette partie-là et je ne vous donnerai prix que d'ici 2 semaines. Mais on peut parler quand même d'un prix qui est abordable. Oui,
Oui, absolument. L'objectif de la technologie, c'est aussi de rendre des outils dématérialisés et scalables, c'est-à-dire utilisables par le plus grand nombre. Donc, l'objectif est vraiment d'avoir quelque chose de démocratiquement accessible. Maintenant, en fonction des services qui sont pris, des services d'accompagnement, il sera tout à fait possible de prendre des services de juriste ou de parajuriste à l'accompagnement de l'Assemblée générale, à la présidence de l'Assemblée générale. Il sera possible d'avoir un gestionnaire qui pilote l'AG. En fonction de ça, les coûts peuvent être différenciés et plus ou moins importants. Oui, voilà. Maître Jelka, j'aimerais revenir sur un aspect. Tout à l'heure, vous avez parlé d'assemblée de copropriétaires hybrides. Alors, il sera toujours possible, parce que rares sont ceux qui n'ont pas de téléphone, il sera toujours possible de réunir tous les copropriétaires à une même enseigne, même ceux qui n'ont pas d'ordinateur ou de téléphone intelligent, ne serait-ce que par un téléphone fixe. Oui, bien, c'est effectivement de permettre en service d'appoint aux copropriétaires d'assister à distance. Mais pour que les choses soient très, très claires, ce n'est pas une assemblée de copropriétaires par voie téléphonique. Ça ne sera pas gérable. Je pense que M. Welch est tout à fait clair, c'est plus un service d'appoint. Écoutez, l'hiver, en janvier, février, tenir une assemblée de copropriétaires dans certains immeubles, c'est impossible. Pourquoi? Parce que les gens sont dans le sud. Nos snowbirds sont partis. Mais nos snowbirds, ils sont informatisés. Je ne dis pas que tout le monde a un ordinateur, mais moi, je vois des gens, 85 ans, avec l'ordinateur et la tablette, qu'on se comprenne bien. Il ne faut pas faire de l'agisme autour de dire, écoutez, parce qu'ils sont âgés, ils ne sont pas informatisés. On serait très surpris de constater que ce n'est pas le cas. On serait très surpris qu'il y ait des gens qui sont motivés par la technologie. Ils le font juste à échanger avec leurs petits-enfants. Qu'est-ce qui s'est passé la journée? Un Skype, une communication. Les gens sont beaucoup plus évolués en cette matière. Alors, il reste quand même que ce service d'appoint ne doit pas contrecarrer la tenue d'une assemblée dématérialisée. Si les gens disent on n'en fait pas parce qu'on veut tous être au bout du téléphone, ça va être triste, mais là, on va peut-être un peu plus dur en disant, lancez-vous un peu dans certaines applications, essayez de comprendre comment les choses fonctionnent. Pourquoi? Parce que ça va brimer l'intérêt collectif. Actuellement, on a des copropriétés, il y a des cas qui me sont rapportés, où le cadre financier, budgétaire ne fonctionne plus. J'ai un cas qui m'a été rapporté récemment où on doit changer les ascenseurs. Les ascenseurs fonctionnent, mais n'ont plus le même rendement. Il va falloir engager quelques centaines de milliers de dollars. Le conseil d'administration est dans l'impossibilité d'acter pour appeler une assemblée copropriétaire et pour consulter les copropriétaires sur un budget spécial. Alors, on ne peut pas se permettre de bloquer le fonctionnement de copropriété. Maître Papineau, Maître Gagnon et moi-même, on a quand même tenu un discours, c'est le même discours au niveau du regroupement des gestionnaires copropriétaires du Québec. Ce n'est pas parce qu'on vient de dématérialiser les assemblées qu'il faut essayer la recette, là. On se sert d'assemblées dématérialisées parce qu'il y a un besoin. Et si ce besoin peut s'exprimer, non pas la semaine prochaine, mais dans 3 semaines ou 4 semaines, le temps de préparer aussi en amont les copropriétaires à cette technologie-là, parce qu'on peut bien avoir le produit, mais si les gens ne comprennent pas le produit, si les gens sont réfractaires au produit, on n'aura pas un résultat concluant. Donc, il y a un travail pédagogique en amont qui devra être fait par le conseil d'administration vis-à-vis de la technologie retenue en cette matière pour que la communication se fasse. Ce qu'on dit d'ailleurs, vous savez, M. Cellier, on a produit aujourd'hui un bulletin COVID-19 qui va être en ligne dans les minutes qui viennent, qui va être envoyé d'ailleurs ce soir par l'entremise du Condo Flash, qui est le Condo Flash qui est l'envoi massif fait par Condo Légal à tous ses membres. Qu'est-ce qu'on dit? C'est qu'on dit, ne forcez pas la chose. Laissez les gens se préparer à la technologie. Il y a une zone de communication, ce que M. Welch nous rapporte, qui va être faite par ImoSquare pour expliquer l'outil, pour expliquer que les gens sachent comment se brancher. Laissons-leur la chance d'en faire. Là, actuellement, certains disent « il faut en faire tout de suite, il faut en faire tout de suite ».
on ne fait des assemblées communautaires que lorsqu'il y a urgence d'agir. Les administrateurs qui sont élus, même si leur mandat vient à échéance dans 3 semaines, ça peut attendre 5 semaines. Il ne faut pas créer une fausse urgence. Il faut faire des assemblées lorsque le besoin se présente. Oui, puis il y a aussi un travail d'éducation à faire. Il y aura un travail d'éducation à faire dans plusieurs syndicats communautaires pour peut-être faire accepter aussi ce principe. Parce que est-ce que tout le monde veut faire une assemblée virtuellement? C'est la question. Bien, vous savez, là-dessus, M. Cellier, peut-être on pourrait montrer le sondage qu'on a mis en ligne sur Condo Légal. On a mis un sondage et d'ailleurs, j'invite les membres et non-membres du site Condo Légal à se présenter à cette adresse. Est-ce qu'on peut le mettre en ligne, le sondage, M. Cellier? Oui, tout à fait. Alors et c'est certain que il n'y a pas un consensus absolu sur le fait que vous allez sur la page d'accueil, M. Cellier, là. Oui. Voilà. Page d'accueil, voilà. Alors, on descend un peu sur la page d'accueil. Voilà le sondage. Et là, vous avez le sondage. Et vous pouvez voir le résultat du sondage juste en cliquant un peu plus bas, M. Cellier. Voir les résultats. Voilà. Ouais, voilà. Alors, sur 194 répondants, le sondage vient tout juste d'être mis en ligne. Qu'est-ce que ça nous donne comme résultat? Si vous passez de votre curseur, je pense, sur le bleu, ça va nous donner le pourcentage. 69% des gens disent qu'ils sont favorables. On en a combien qui sont contre? 26% des gens sont contre. Et il y en a 6% qui ne savent pas. On a quand même le quart des répondants qui sont en désaccord sur l'Assemblée virtuelle. Bon, pourquoi sont-ils en désaccord? Il y a plusieurs raisons. Crainte de la technologie, ça peut être une raison. Ou se disant, c'est peut-être pas si nécessaire que ça, on peut attendre. Bon. Eh bien, à tous ceux qui sont en désaccord, écoutez, je ne suis pas devin, là, mais cette crise du COVID-19, là, on est loin d'en être sorti. Je pense qu'au moins pour 1 an, les rassemblements vont difficilement pouvoir se faire. On retourne au travail un peu partout dans le monde. On le voit en France actuellement avec une distanciation importante. On parle de, je pense, M. Boyle, vous me corrigerez, je pense 4 mètres carrés en France dans les zones de travail. C'est énorme. Alors, imaginez que vous répliquez cette norme-là dans une assemblée de copropriétaires, vous allez rentrer le 10e des copropriétaires dans une salle. Donc, il faut savoir que pendant des mois et des mois, on n'aura pas d'assemblée de copropriétaires au sens comme on les connaissait. Et même lorsque la crise va s'être atténuée, bien, il y a une clientèle quand même importante des copropriétaires. On parle de ceux qui sont un peu moins jeunes, qui vont se dire, est-ce que je vais risquer ma vie à participer à une assemblée copropriétaire ne sachant pas si mon voisin est atteint ou pas? Bien, posez la question s'il répond. Alors, je pense qu'on va vivre des mois et des mois sans la possibilité de faire des assemblées copropriétaires telles que nous les connaissions par le passé. Alors, si la technologie n'est pas au rendez-vous, bien, nos syndicats de copropriétaires vont être paralysés. Les copropriétaires qui sont en droit de choisir leurs administrateurs, parce qu'au bout d'un certain temps, il faut soit les remplacer, ou on a peut-être parfois des administrateurs qui disent « moi, j'ai donné ». Vous savez, les administrateurs présentement là, qui sont en place, vous en connaissez d'ailleurs, M. Cellier, ils sont pris dans une crise. On leur demande le 3e effort. Peut-être qu'il y en a certains qui vont dire « j'aimerais ça que quelqu'un d'autre prenne le relais ». Donc, il faut renouveler aussi les membres des conseils d'administration. Il faut tenir ces assemblées-là, d'où l'importance d'avoir une plateforme comme celle que M. Welch semble nous présenter, qui nous disent, bien, écoutez, là, on va travailler. Ouais, M. Welch, j'arrive avec vous, puis ensuite, on va répondre à 4 questions posées par nos internautes. Il nous reste 20 minutes, ça va vite. Monsieur Jean-Marc, le volet sécurité, comment rassurer les syndicats de propriétaires pour dire que la plateforme que vous êtes en train de créer sera, peut-on le dire, totalement sécuritaire? Peut-être pas, la perfection n'existe pas, mais surtout à la lumière de ce qu'on sait sur Zoom, apparemment que Zoom a eu des failles de sécurité. Alors, au niveau sécurité, comment ça se passe avec AG Connect? Oui,
Alors, la sécurité, effectivement, c'est un axe important. Je vais y venir tout de suite. Je voulais juste rebondir sur ce que disait M. Jolicoeur, et je suis parfaitement d'accord avec lui. Il y a quand même 93% des foyers qui ont accès à Internet, 97%, je crois, à Laval, dans la région de Laval, pour vous donner, je parle des foyers québécois. Donc, l'accès est important. Et deuxièmement, c'est peut-être pas tout ou rien. Le mode hybride aussi, je pense qu'il pourra exister, c'est-à-dire qu'on pourra tenir son assemblée générale en permettant à ceux qui veulent être à distance. Et je dirais que tout le monde serait content de cette mesure-là. Ceux qui seraient contre seraient présents après la crise du Covid, et ceux qui voudraient être à distance pourraient l'être. Alors, pour revenir à la question de la sécurité, oui, alors effectivement, il y a eu des failles de sécurité sur des outils de vidéoconférence comme Zoom. Bon, après, Zoom est passé de 20 ou 30 millions d'utilisateurs à 300 millions d'utilisateurs en quoi? En 2 semaines. Donc, on peut s'imaginer qu'il y ait des failles de sécurité qui arrivent parce que tout le monde se lance dessus. Donc, la sécurité, oui, on utilise des protocoles sécurisés, on est en mode HTTPS sécurisé, on est en mode SSL, on vérifie, on a des clés de cryptage, etc. Maintenant, dire que c'est inviolable, non, mais qui aurait intérêt à rentrer dans une assemblée générale pour la hacker? Bon, c'est pas le Pentagone non plus, donc et surtout que n'importe quelle personne qui a l'autorisation de procuration peut y venir. Donc voilà, il faut garder, je pense, le cadre de ça. Est-ce qu'il faut être inquiet de la sécurité? Oui, il faut être vigilant. On a mis en place l'ensemble des procédures, et comme on le disait, on a un journal traqué de tout ce qui se passe, qui est un journal numérique d'audit qui pourra faire preuve, si nécessaire, de ce qui s'est passé sur l'Assemblée, avec qui est venu, qui est parti, qui a dit oui, qui a dit non. Justement, Jean-Marc, pour donner suite à ce que vous dites, nos internautes posent des questions très intéressantes. En voici une. Ce serait logique, en fait, un seul copropriétaire n'est pas branché. Ne pourrait-il pas se joindre à un autre copropriétaire qui, lui, est branché? Oui, j'imagine. Oui, mais il faut qu'il donne procuration. Mais, OK, donc, est-ce que ce copropriétaire-là, en fait, pourrait se rendre chez l'autre qui est branché? Si les mesures de confinement sont levées et qu'ils ont le droit de se rassembler à côté, oui, bien sûr, il peut donner le respect des… C'est ça, voilà. Actuellement, ce n'est peut-être pas la solution idéale. Et pour revenir à ce que disait M. Jolicoeur tout à l'heure, la question qu'on posait, tout le monde n'a pas nécessairement envie des assemblées. Un internaute nous dit, chez nous, il y a 30% des gens qui ne sont aucunement intéressés à se brancher, malgré mes explications à ce sujet. Donc, la personne a expliqué au propriétaire le principe, et il y a quand même une résistance de 30%. Comment on explique ça, M. Jolicoeur? C'est difficile à dire, ou Jean-Marc, tiens. Moi, je pense que je n'ai pas plus d'explications que ça, qui est du refus, à un moment donné, d'avoir un nouvel outil technologique qui va permettre d'améliorer les choses. Oui, ben, ça fait un peu partie de la difficulté d'acceptation du changement. Maintenant, quand le téléphone est arrivé, le courrier a continué à exister. Donc, et puis maintenant, les smartphones sont là, mais on se téléphone toujours. Les appareils photo ont disparu, mais on n'a jamais fait autant de photos que maintenant. Je parle des argentiques. Donc, le monde évolue, donc ça fait partie des évolutions. Voilà. Yves Jolicoeur, qu'est-ce que vous en dites? Comment cette personne pourrait convaincre les 30% qui opposent une résistance? Comment les convaincre des bienfaits de la chose? Écoutez, dans le bulletin que nous sortons ce soir sur le COVID-19, l'article que j'ai fait avec Maître Gagnon est un peu dur. En fait, on est un peu dur vis-à-vis des gens en disant, si quelqu'un est hospitalisé, il ne sera pas à l'Assemblée des copropriétaires. Si quelqu'un est en voyage, par choix d'être en voyage, il ne sera pas à l'Assemblée des copropriétaires. Et si une personne n'est pas prête à accepter les nouvelles technologies, ça se peut qu'elle ne soit pas à l'Assemblée des copropriétaires. Mais peut-être, dans les circonstances, elle donnera une procuration à quelqu'un de confiance pour justement exprimer sa vision de la copropriété, ses choix au niveau du conseil d'administration, parce que faute d'agir, c'est près de 300 000 unités de copropriété qui vont devenir paralysées. C'est le 10e du parc immobilier résidentiel qui va être paralysé. C'est comme si je vous disais que demain matin, le ministère de la Santé a décidé, parce que c'est trop compliqué d'être informatisé, de ne pas fonctionner. Écoutez, il n'y a pas un citoyen québécois qui accepterait qu'on soit dans un système de santé dysfonctionnel. Alors, cette crise COVID, évidemment, va passer à l'histoire.
Ma grand-mère m'avait conté ce qui s'était passé durant la guerre, la grippe espagnole. J'étais jeune, j'écoutais ça. On aura, nous, à conter des histoires à nos petits-enfants en disant, en 2020, savez-vous ce qui s'est passé? Hein? Savez-vous ce qui s'est passé? Ils vont peut-être nous regarder comme des dinosaures parce que ceux à qui on va conter cette histoire-là seront rendus sur une technologie qu'on ne peut même pas s'imaginer aujourd'hui. On est dans un monde de total bouleversement. La crise du COVID-19 nous amène là-dedans. La présence d'informaticiens comme M. Welch, elle est fondamentale, elle est utile dans notre société qui va s'appauvrir. On n'aura pas le choix que d'évoluer. Alors, un internaute commente la chose suivante. Ça ne pourra être qu'un jeu d'essai et erreur. Il faudra bien préparer et s'assurer que la première réunion soit un succès. Sinon, on risque de voir ces assemblées dématérialisées, rejetées. La préparation par les syndicats et les copropriétaires sera la clé du succès. Une autre question, qu'advient-il de la consultation sur le budget si les assemblées copropriétaires ne reviennent pas à la normale, Medjidka? C'est-à-dire que si on ne peut pas en convoquer, puis c'est d'ailleurs l'argument qu'on a fait au gouvernement en disant notre cadre financier ne peut pas évoluer, avancer, c'est-à-dire que le conseil d'administration en place va vivre avec le même budget et forcément, on va arriver avec des problématiques de trésorerie. Là, si on a un mur qui est en train de s'effondrer puis qu'on n'a pas l'argent, est-ce qu'on va laisser le mur s'effondrer sous prétexte qu'on ne peut pas faire d'assemblée dématérialisée? Là, je veux être clair cet après-midi. Ça va nécessiter un degré de tolérance aux choses imparfaites. Il n'y a pas personne qui peut dire qu'informatiquement, tout va bien se passer. Il va falloir être tolérant. Parce que si les gens ne sont pas tolérants, ils vont dire, est-ce qu'on n'en fera plus? C'est malheureusement pas possible que de s'imaginer une telle avenue. Impossible. Jean-Marc Well, on dit que AG Connect assure la confidentialité des votes tout en maintenant un journal numérique complet de la totalité des actions liées à l'Assemblée. Donc, ces assemblées seront enregistrées et pourront être consultées ultérieurement, notamment pour voir s'il y avait une contestation ou quoi que ce soit. Donc, c'est enregistré et ça pourrait être intégré au registre de copropriété, c'est bien ça? Oui, alors il y a un enregistrement, en tout cas numérique, de toutes les actions qui sont entreprises sur je me suis connecté, j'ai signé la feuille de présence, je me suis déconnecté. Après, le choix d'enregistrer la conférence vidéo et téléphonique, c'est un choix de l'Assemblée qui décidera de le faire ou de ne pas le faire. Et effectivement, ces archives numériques peuvent être conservées. Alors, c'est tenu secret dans le sens où, effectivement, l'officier l'officier de l'Assemblée a accès aux données. Maintenant, si c'est décidé d'être publicisé, enfin, d'être rendu non anonyme, il peut le faire, mais c'est son choix. Medjidka, là-dessus, est-ce qu'il n'y a pas un petit souci, un malaise à l'idée que les assemblées copropriétaires virtuelles ou à distance seraient enregistrées et conservées dans un registre à vie? Deux questions. Est-ce que tout le monde serait d'accord avec ça? Et l'autre, c'est est-ce que le fait que ces assemblées soient enregistrées ne va pas justement calmer les ardeurs de certaines personnes qui parfois sont excessives ou ont un comportement agressif? Est-ce que ça ne va pas justement calmer les ardeurs? Dans un premier temps, c'est la décision du président de l'Assemblée de dire si la réunion va être enregistrée ou pas. À partir du moment où tout l'auditoire est au fait qu'il y a un enregistrement, ils ne peuvent pas s'en plaindre. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est d'enregistrer deux personnes qui se parlent à leur insu, et à partir du moment que c'est public. Bon, maintenant, la question de l'enregistrement, c'est plus pour conserver les traces de ce qui a été, dans le fond, discuté, parce que ce qui fait foi des décisions d'Assemblée, ce n'est pas l'enregistrement numérique, c'est le procès-verbal des décisions de l'Assemblée qui est dressé par le secrétaire et président du conseil d'administration. Maintenant, la question de la confidentialité, je ne sais pas si les gens réalisent, mais le matin, lorsque vous sortez de chez vous, vous êtes déjà filmé à votre insu. Il y a des caméras partout. Vous en avez à l'entrée souvent de l'immeuble. Des fois, je ne sais pas si les gens se posent des questions, mais qu'est-ce qu'ils font avec les caméras de surveillance? Est-ce qu'il y a un système de sécurité? On est assez permissif au Québec, contrairement à la France notamment, où il y a une loi qui encadre justement la gestion de toutes ces données personnelles. Normalement, il devrait y avoir un règlement prévu dans la copropriété qui, dans le fond,
établisse le mode opérationnel de toute cette donnée. Ça ne devrait pas être accessible à n'importe qui, ça devrait être détruit au bout d'un certain temps. Tout ça, ça nécessite des politiques du conseil d'administration en cette matière pour éviter que ça amène des zones de conflit. Justement, M. Jessica, il y a une internaute qui nous demande est-ce qu'il faudra demander l'autorisation des gens présents avant d'enregistrer? Légalement parlant, ça se passe comment à ce chapitre? Ben, comme je disais, c'est le président d'Assemblée qui décide s'il y a enregistrement ou pas. Donc, les commettants n'ont pas leur mot à dire. On n'a pas à prendre un vote, mais je veux juste qu'on comprenne bien, cet enregistrement-là est destiné uniquement à permettre la tenue d'un procès verbal. On ne peut pas s'en servir à autre fin. Et je pense que cet enregistrement-là devrait être détruit au bout du délai de contestation de 90 jours qui est prévu par la loi. On n'a pas à conserver ces bandes numériques, quant à moi. Et j'invite souvent les gens à réfléchir sur la rédaction, comment on rédige un procès verbal. Un procès verbal, ce n'est pas un verbatim de tous les échanges. Un procès verbal, c'est le reflet des décisions d'Assemblée et des délibérations de l'Assemblée. Et non pas de rapporter le propos d'un tel à l'égard d'un autre, qui serait parfois un peu indélicat de la part des intervenants. Alors, Jean-Marc Welch, une personne nous demande les interactions durant l'Assemblée. Est-ce que au chapitre des interactions pendant l'Assemblée, est-ce que les micros sont ouverts? Oui, bien sûr, mais est-ce qu'on entend seulement la personne qui intervient ou tout le monde peut être en cacophonie, là? Non, les micros sont fermés en dehors du président et du bureau, comme nous, là, on pourrait être représenté le bureau, par exemple. Et les micros de tous les autres participants sont fermés. Il faut demander la parole et c'est le président qui donne la parole à chaque personne qui la demande. OK, très bien. Et là, l'autre question, il faut que je la pose parce qu'il y a des gens à qui ça fait peur, ces technologies-là. M. Delcoeur, vous en avez parlé tout à l'heure. C'est un choix presque obligé, c'est un passage presque obligé. Mais est-ce qu'on est en train d'instaurer Big Brother en copropriété? Ben, c'est-à-dire qu'on est déjà dans Big Brother, dans notre société. Là. Comme je le répète, il y a beaucoup plus de caméras qu'on pense qui sont installées à des carrefours de circulation, etc. Alors d'ailleurs, je vois une nacelle derrière M. Welch monter, c'est peut-être Big Brother qui est en train de nous c'est ça. Ils sont en train de laver les fenêtres. Oui, c'est ça. Bon. Alors, non, je ne pense pas qu'il y ait une question de Big Brother, c'est une question de gestion efficiente d'une copropriété. On est beaucoup. Dès que vous prenez votre voiture le matin, vous n'avez aucune idée de ce qu'il y a comme système informatique sous le capot d'un véhicule. Il y en a partout. On est dans la technologie partout, de A jusqu'à Z, même dans le système de lumière dans la maison. On est branché partout. Alors, je pense que cette crise du COVID-19 nous oblige à faire un grand pas en avant sur les technologies. Ça nous amène également à réfléchir sur le post-COVID-19 parce que, et on l'a précisé dans le bulletin sur le COVID-19, c'est une mesure temporaire. Les arrêtés ministériels ne sont pas indéfinis dans le temps, c'est-à-dire que lorsqu'ils viendront à échéance, cette technologie dont on discute ce matin va venir à échéance aussi. On a déjà pris comme position que les assemblées dématérialisées ne peuvent se faire que pour la période présente. Cependant, ça nous amène également à une réflexion vis-à-vis le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation à requérir aussi un changement législatif pour qu'on puisse permettre, post-pandémie, à pouvoir tenir des assemblées hybrides de copropriétaires présents ou de leurs représentants avec des gens à l'extérieur. Ça serait un peu dommage que tout l'apprentissage que l'on fait présentement, toute la programmation qui est faite aussi, soit mis de côté en disant on ne fera pas évoluer la législation. La législation, on l'a revendiqué, vous savez, M. Sellier, depuis 50 ans, elle dormait comme la belle au bois dormant. Alors là, on est en train de se réveiller en Lyon en matière de législation, en matière de réglementation. Je pense qu'il y a un pas important à faire de ce côté-là, c'est-à-dire de faire des assemblées qui puissent être effectivement dématérialisées, hybrides, après la période de la pandémie COVID-19. Voilà, donc, si je ne m'abuse, c'est une démarche qui est en cours actuellement. On demande aux législateurs ou on va le faire? C'est-à-dire, c'est une démarche qu'on va soumettre à la table du conseil d'administration du RGCQ parce qu'effectivement,
le RGCQ est un organisme à but non lucratif, mais qui a un conseil d'administration. J'ai bien l'intention, moi, comme secrétaire général, de le soumettre à mes collègues pour faire une démarche. On verra bien dans le cadre de collégialité quelle sera la décision du conseil, mais quant à moi, ma position est très claire. Nous devons faire évoluer la loi. Et je n'étais pas celui qui était le plus ouvert. Hein. D'ailleurs, j'ai donné des entrevues là-dessus en disant, est-ce que c'est une bonne idée? Ben, on dit souvent, c'est juste les fous qui ne changent pas d'idée. Alors, je pense que je fais partie de ce groupe qui est en train de changer et d'évoluer. Je n'aurais jamais pensé faire la pratique du droit telle que je l'ai fait aujourd'hui, après 37 ans de pratique, avoir des clients à distance que je ne rencontre plus, avec qui j'échange. Et ma foi du bon Dieu, ça fonctionne. Ouais. Ça fonctionne. Alors, vous m'auriez demandé la question si j'aurais voulu le faire avant la période de pandémie. J'aurais dit non. Alors, faut que si je suis capable d'accepter le changement, il faut que tous les autres le fassent aussi. La fiction est en train de rattraper la réalité. M. Leclerc, je rappelle, vous êtes le cofondateur du RGCQ, qui est le regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec. L'autre question, il nous reste 5 minutes. On sait que les assemblées de copropriétaires virtuels devraient permettre de faire d'abaisser le taux d'absentéisme lors des assemblées. Ça, c'est un élément important. Alors donc, les assemblées de copropriétaires virtuels vont-elles atteindre l'objectif de faire réduire ou d'abaisser le taux d'absentéisme à ces assemblées? Bien, je pense que oui. Je pense qu'effectivement, on aura peut-être un résultat concluant. Ça va peut-être également permettre de faire des assemblées extraordinaires de copropriétaires durant l'hiver. On a des immeubles dans la région de Montréal qui sont déserts à partir de janvier, février. Pourquoi? Parce que les gens sont sur une plage sous le soleil. Et parfois, les comités sont un peu paralysés en disant on ne peut pas tenir d'assemblée, on ne peut pas tenir d'assemblée avant que les snowbirds reviennent. Il y a des choses qui vont se matérialiser. Est-ce que ça va être facile? Non. Moi, je pense que ça va être compliqué d'avoir en partie une assemblée hybride. Il y a de l'ajustement à faire sur les lieux, la grandeur de la salle, comment on va refléter le propos de M. Latulippe, qui est actuellement au Mexique sur une plage avec sa tablette en train de participer à l'Assemblée communautaire. Écoutez, tout va évoluer. On est en train d'écrire une page d'histoire de la copropriété présentement avec cette crise COVID-19. Quelles seront les autres pages de l'histoire? Mais c'est en développement, c'est à venir. Jean-Marc Welch, en terminant, vous avez 3 minutes. Quels sont les objectifs à court, moyen et long terme du logiciel AgiConnect? Est-ce qu'on peut penser qu'une fois lancé, ce produit pourrait connaître un taux de pénétration du marché extrêmement élevé? J'entends 1000, 2000, 5000 copropriétés en très peu de temps, 10 000? Moi, je suis persuadé que oui. J'en avais déjà discuté avec Maître Jolicoeur avant, et le problème législatif était peut-être un gros frein. Le fait que là, on soit obligé de rentrer sur l'outil d'une manière ou d'une autre avec la crise va faire qu'on va y goûter. Donc, on va y goûter, on va enlever certaines craintes et certaines peurs, parce que je pense que c'est ça qui bloque, c'est toujours la peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc, on va l'avoir pratiqué. Et je pense que dans la durée, oui, les copropriétés ont à gagner, le taux de participation va augmenter. Je crois beaucoup au mode hybride, avec les difficultés telles qu'elles ont été évoquées, mais qui amèneront un plus dans la gestion d'une copropriété. Et puis après, il y a aussi toutes les copropriétés avec des résidents étrangers qui sont à l'étranger. Aujourd'hui, ils ne participent pas. Ils sont désintéressés de la vie de la copropriété parce qu'ils sont à l'étranger. C'est impossible pour eux de participer à une AG. Ben, là, ils vont pouvoir le faire. Donc, je pense que oui, dans le secteur de la copropriété, ça va être un plus, ça va durer et, à mon avis, ça va prendre une grosse partie des syndicats de copropriété qui vont s'équiper de tels outils. Mais Leclerc, en 1 minute, qu'est-ce que vous en dites? Écoutez, je partage à 100% le propos de M. Welch. Ça va démocratiser nos assemblées de copropriétaires. Mais là, il y a toute une réglementation qui devra se faire autour de ces tenues d'assemblée virtuelles. On a certainement des textes législatifs à peaufiner. On a certainement des modifications de déclaration de copropriété à rédiger. On commence là. C'est une réflexion sur laquelle nous, comme juristes, nous devons travailler sérieusement. Et du côté de M. Welch, il a d'ailleurs toute l'expertise requise et
et également toute la notoriété requise aussi de nous apporter un produit informatique des plus performants. J'imagine qu'au moment de la sortie du logiciel, les internautes, les usagers de condolégal.com et du RGCQ seront prévenus. J'imagine que que vous avez prévu une stratégie pour faire connaître le produit rapidement au plus grand nombre possible. Écoutez, on a plus de 27 000 membres sur le site Condo Légal. Monsieur Ouellet, je vous laisse peut-être reprendre le point. Non. Oui, bien sûr. Effectivement, on va communiquer auprès des membres de Condo Légal. Après, on va démarrer progressivement. C'est-à-dire que les premières semaines vont être quelques assemblées générales avec des copropriétés des syndicats qui se sont portés volontaires et qui sont déjà inscrits. On veut expérimenter sur quelques dizaines d'assemblées générales avant d'ouvrir, je dirais, le robinet à fond pour être sûr de la fiabilité de l'expérimentation. Il faut bien voir qu'on est quand même dans un process qui est nouveau, comme le problème du confinement, du déconfinement. Ben voilà, l'AG est distante et aussi un nouveau produit, donc il y aura des ajustements. Nos équipes techniques sont là pour agir en mode agile derrière et on sera présent au rendez-vous. Jean-Marc Welch d'Imousquoire, merci beaucoup. Merci également à Maître Yves Jolicoeur, avocat émérite en droit de la copropriété. Et merci à Yves Papineau, avocat émérite lui aussi en droit de la copropriété, qui n'a pas pu se joindre à nous, malheureusement, en raison de problèmes de son. On le voyait, comme vous l'avez vu, sans pouvoir l'entendre et il ne pouvait pas nous parler non plus. Alors, je rappelle aux internautes que les suggestions d'émissions web radio sur condolégal.com sont les bienvenues. S'il y a des sujets dont vous aimeriez qu'ils soient abordés, eh bien, vous nous le faites savoir par le truchement des questions. Je crois, M. Jolicoeur, sur le site condolégal.com, vous pouvez proposer des sujets d'émission et nous en tiendrons évidemment compte. C'est d'autant plus vrai s'ils sont pertinents. Donc, merci beaucoup. C'est tout le temps que nous avions aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci.